Alors ce matin, une de vos journaux, il y a les enfants victimes et puis il y a les enfants bourreaux. Le Parisien, enfants maltraités, briser la loi du silence. Et Libération, procès, terroristes et mineurs. Mais on n'échappe pas non plus à la politique. Le Figaro, comment François Fillon veut relancer sa campagne. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. L'Opinion, alors l'Opinion, c'est Accord à Monjado, très joli titre, le PS dans l'enfer vert. Bon, à noter qu'Emmanuel Macron n'est pas en une de l'Express cette semaine, non. C'est Brigitte Macron, une femme d'influence. Quelle drôle de campagne pour commencer. Mais oui, les politiques et Nabila, même combat. Alors c'est le signe de l'époque, la campagne 2017 se fait à coups de selfies. L'Express nous raconte comment les candidats sont obligés de se plier à ce petit jeu de la proximité. Celui qui refuserait écoperait d'une image de froideur. Mais il y en a qui refusent cette soumission à la mode égotique. Jean-Luc Mélenchon, alpagué par deux jeunes gens dans une brasserie du 10e arrondissement, accepte de bonne grâce avant de s'agacer quand il réclame un deuxième cliché. Qui supporte d'être traité comme un objet ? J'ai attendu d'avoir 60 ans pour découvrir ce que ça fait d'être une belle fille. Je me tape tous les relous de la rue. Oui. Alors, dans les Échos, Cécile Cornudet dessine des nuances quand même. Si Emmanuel Macron et Marine Le Pen surjouent les selfies, François Fillon et Benoît Hamon ont pour l'instant négligé le contact avec les Français. Le rêve serait une campagne sans caméra, lance le premier, obligé de privilégier les portes dérobées pour éviter les concerts de casseroles. Et puis pour Benoît Hamon, il y a d'autres raisons qui l'ont incité à délaisser les marchés. Et précisément, Benoît Hamon et le Parti Socialiste, le couple impossible. Et oui, là voilà la raison. Dans Le Monde, un ministre sous couvert d'anonymat résume le dilemme des élus socialistes. Nous avons le choix entre un candidat qui est un type bien mais avec un programme dingue, ou un dingue avec un programme plutôt bien. Oui, Benoît Hamon, Emmanuel Macron. Alors, quant à l'accord entre le PS et Europe Écologie Les Verts, le Parisien nous dit qu'il recueille de la part des parlementaires des commentaires variés, mais assez unanimes sur le fond. Psychédélique, extravagant, irrationnel. On en vient presque à regretter la synthèse émolliente d'un Hollande, écrit Rémi Godot dans l'Opinion, tant l'incapacité des candidats à rassembler contribue au grand flou de cette campagne. Alors, le Canard enchaîné, qui publie d'ailleurs un article sur les conflits d'intérêts de Benoît Hamon avec sa compagne, lobbyiste chez LVMH, nous raconte surtout la mise en garde de Bernard Cazeneuve en Conseil des ministres le 24 février. À partir du 24 mars, leur dit-il, il ne sera plus possible pour les ministres de se déplacer à titre officiel pour défendre la politique du gouvernement sans que ce déplacement soit imputé sur les comptes de campagne du candidat qui défend le bilan du gouvernement. Cri du cœur de Laurence Rossignol. Mais quel est le candidat qui défend notre bilan ? On parle à présent de Donald Trump. Il a parlé cette nuit devant le Congrès. Trump et une sorte de rêve d'impeachment. Mais oui, parce que c'est un mot qui revient assez souvent dans les commentaires, au point que le Figaro s'est intéressé à la proximité qui peut exister entre le profil de Donald Trump et celui de Richard Nixon. Nixon et Trump ont en commun d'être allés chercher leur électorat par-dessus la tête des élites, note l'ancien conseiller du 37e président des États-Unis. Et puis les fuites incessantes qui proviennent des renseignements et de la bureaucratie sont très similaires, remarque le frère de Richard Nixon. Elles visent à tuer dans l'œuf les stratégies en cours d'élaboration. Alors, est-ce que ça peut aller jusqu'à l'impeachment ? La presse en rêve, nous dit le Figaro, mais il reste à Donald Trump le soutien des républicains du Congrès. Du coup, pour l'instant, le risque paraît contenu. On revient en France, à Paris, et plus précisément dans le 18e arrondissement. Oui, c'est Libération qui nous raconte ça. Un habitant taquin du 18e a proposé d'inscrire au budget participatif de la mairie la démolition du Sacré-Cœur. Alors le motif, c'est que c'est une verrue versaillaise qui insulte la mémoire de la commune. Et oui, qui se souvient que ce chou à la crème a été placé au vu et au su de tous les Parisiens pour leur faire expier la commune de Paris. Et d'ailleurs, quel souvenir reste-t-il dans Paris de ces milliers de fusillés et de déportés ? Le mur des fédérés, 2 plaques commémoratives. Alors plutôt que de détruire le chou à la crème, un peu d'histoire, un peu de transmission. On termine avec la beauté cachée des laits, comme disait Gainsbourg. Exactement, puisque vous avez déjà entendu certainement cette idée selon laquelle les beaux gagneraient plus que les laits. Eh bien, les pages Sciences et Médecine du Monde, rubrique improbableologie bien sûr, nous apprennent que c'est un mythe. Des chercheurs ont testé 20 000 jeunes gens suivis de leurs 16 ans à leurs 29 ans. Non seulement les beaux ne sont pas favorisés, mais en plus, s'ils gagnent mieux leur vie, c'est sans doute lié à une meilleure santé ou à des traits de personnalité positifs, mais surtout, il y a une prime au crapaud. Les très moches s'en sortent mieux, toutes choses égales par ailleurs. En fait, les précédentes études n'avaient pas distingué, nous dit l'article, entre le tout venant des laits et la crème des ultra-moches, et du coup, elles étaient passées à côté de cette revanche absolument superbe. La vie, c'est pas comme une campagne présidentielle, c'est pas un concours de beauté. Gainsbourg, il disait aussi la laideur a ceci de supérieur à la beauté qu'elle dure. Exactement. Voilà. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins, c'est à 8h30 sur Europe 1. Retour demain. À demain. À demain.